Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc, je vais d'abord commencer par une très brève introduction de l'insurrection, puis relater en fait tout le déroulement de la formation du ghetto de Varsovie et puis l'insurrection pour finir avec 8 ou 9 conclusions. D'abord, je crois qu'il y a très peu de personnes qui savent ce qu'est le ghetto de Varsovie et ce qu'est l'insurrection de Varsovie. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure. En fait, la raison immédiate de ce sujet, c'est qu'il y a à peu près 80 ans, un groupe de jeunes juifs prenait les armes contre la terreur nazie dans le ghetto de Varsovie. La plupart de ces jeunes-là étaient socialistes, communistes et fiers d'être internationalistes. L'organisation juive de lutte ou l'organisation juive de combat, avec les initiales ZOB, à laquelle ils appartenaient, avait été formée par les militants du Bund socialiste. Les sionistes de gauche de l'organisation Hashomer Hatzair, ça veut dire jeune garde. Bund, ça veut dire fédération. C'est un résumé, c'est raccourci pour Fédération juive du travail, qui était une organisation affiliée à la deuxième internationale, l'internationale socialiste, mais qui se disait ouvertement marxiste, qui était anti-sioniste et qui luttait pour le socialisme en Pologne, et aussi le groupe de lutte. On y retrouvait des communistes. Au total, ils sont environ 700 jeunes, dont 200 femmes. C'est pas un hasard qu'il y a énormément de femmes dans le groupe de combat juif, parce que beaucoup de ces jeunes filles étaient membres d'un mouvement de scouts socialistes d'avant-guerre, qui était un mouvement mixte. La plupart de ces jeunes ont moins de 25 ans, le plus jeune a 13 ans. Ils n'ont pratiquement pas d'armes à leur disposition. Certains étaient armés de revolvers dont beaucoup ne fonctionnaient pas. Il y avait quelques grenades, des cocktails Molotov, quelques fusils, 2 mines et une mitrailleuse. Ils disposaient d'aucune expérience de combat. En phase 2, il y a une armée d'unités SS rodées, plus de 2000 hommes, qui disposaient d'armes lourdes, de mitrailleuses, de mortiers et d'artillerie. Les nazis pensaient pouvoir réduire le ghetto en 3 jours. La bataille durait 6 semaines. Ces jeunes-là, quand ils essayaient de prendre les armes, n'avaient aucun espoir de victoire. Ils ne voulaient pas mourir comme des esclaves dans les camps d'extermination de Treblinka et d'Auschwitz. Fuir ou échapper du ghetto n'était pas un choix pour eux. Alors la Pologne. Au début de la guerre, il y a à peu près 3 millions de juifs en Pologne. Varsovie compte à peu près un tiers de juifs, à peu près 337 000 habitants. C'est la plus grande concentration de juifs en Europe. Officiellement, ces juifs ont tous la nationalité polonaise, sont des citoyens polonais, mais en réalité, très vite, avec l'occupation allemande, ils perdent naturellement cette citoyenneté. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. 17 jours plus tard, Staline ordonne aux troupes soviétiques de pénétrer dans l'est de la Pologne, et la Pologne est en fait partagée entre l'Allemagne et la Russie soviétique. Les troupes allemandes envahissent Varsovie, quoi veut dire fin septembre, et en novembre 1939 commencent les premières mesures officielles de stigmatisation des juifs. Tous les juifs doivent porter l'étoile de David. Rapidement aussi, on assiste à des actes de violence organisés contre les juifs. À Pâques, entre autres Pâques 1940, en fait, les occupants allemands payent des voyous polonais pour organiser des pogroms. Pogrom, c'est un mot, je crois, russe. En tout cas, moi, j'ai connu des rafles, des ratonnades organisées par les pré-fascistes russes, appelés les Sangs Noirs, C-E-N-T, S-A-I-N-G, qui organisaient en fait des ratonnades meurtrières contre les Juifs à l'époque. Donc, cette bande de voyous maltraite, batte, terrorise, tue tous les Juifs qu'ils rencontrent. Au début, il y a très peu de réactions parmi les Juifs, parce que l'entrée des troupes allemandes provoque une véritable panique et une paralysie, et une véritable, décomposition de la volonté de résistance des Juifs. Les premiers à réagir sont les jeunes du Bund. Le Bund, dont j'ai fait référence tout à l'heure, organisation socialiste antisioniste. Les jeunes du Bund s'organisent, se défendent et organisent des batailles de rue contre ces gangs. Les autres organisations juives à l'époque ne voulaient pas se battre contre les voyous polonais organisés et financés par l'occupant allemand. En fait, ils condamnaient les jeunes du Bund parce qu'ils pensaient que une riposte face à la violence fasciste ne pouvait que provoquer de terribles représailles. Et en octobre 40, le gouverneur allemand de Varsovie décide de déplacer tous les juifs de la ville dans un seul et unique quartier. En fait, un tiers de la population, donc les juifs de Varsovie, est comprimé sur 2,4% de la surface urbaine. Vous imaginez ? Un mois plus tard,
une entreprise allemande qui construira le camp de concentration de Treblinka construit un mur autour du quartier. Le mur a une hauteur de 4 à 10 mètres et une circonférence de pratiquement 18 km. Ce mur, la construction de ce mur, est payée par la communauté juive elle-même. Plus tard, les nazis amèneront 400 000 autres juifs dans le ghetto. Donc vous imaginez à peu près 700 000 juifs dans un quartier extrêmement surpeuplé. Le ghetto est dirigé par un sort de conseil suprême, le Judenrat, le conseil des Juifs, mais en fait, c'est un conseil qui est totalement créé et strictement contrôlé par les Allemands. Il existe aussi dans ce ghetto une force de police juive, composée de 200 000 agents, dont l'objectif c'est de maintenir l'ordre dans le ghetto, de lutter contre la contrebande. Cette police juive obéit également aux ordres des Allemands. Les Allemands commencent à rendre les choses de plus en plus difficiles pour les Juifs. Leur ration quotidienne de nourriture est de 181 calories par jour. 181 calories par jour, c'est rien. Soit un quart de ce que reçoit la population polonaise, un dixième du régime de la population allemande. C'est-à-dire un quart de pain, un demi-verre de riz et un quart de pommes de terre par jour. Tout ce qu'ils reçoivent. Cette ration condamne les couches les plus pauvres de la population à une famine lente mais certaine. Mais le ghetto est aussi une société de classe divisée entre riches et pauvres. Les Juifs riches, qui avaient réussi à cacher et à porter leur fortune, la vendaient en échange de produits alimentaires et se lançaient dans la contrebande. Le marché noir avec le monde extérieur au ghetto prospère. Il y a des milliers de routes de contrebande, petites et grandes, à travers le mur, ou sous le mur, ou au-dessus du mur, fait que une partie de la population juive trouve le chemin vers la nourriture. 80% de la contrebande dans le ghetto concerne la nourriture. On assiste à une énorme économie de survie, dans le ghetto. Mais ça n'empêche pas des dizaines de personnes de mourir de faim chaque jour. Dans le ghetto, il y a aussi des usines où les travailleurs juifs triment pour des salaires de misère. Toutes ces usines appartiennent à des entrepreneurs allemands qui ont des contrats avec l'armée. Il existe aussi, dans ce ghetto, les organisations syndicales, le Bund, et les syndicats comptent à peu près 30 000 membres sur le papier. En fait, on estime qu'en octobre 1941, il y a quelques 2000 militants qui participent régulièrement à des réunions clandestines, éparpillées dans tout le ghetto. C'est des petites réunions de 3-4 personnes. Ils réussissent aussi à publier des revues qui passent de main en main dans le ghetto. Et aussi des bibliothèques sont ouvertes chez des particuliers. Mais la faim continue de frapper la population. Les épidémies de typhoïde sont régulières. On estime que cette épidémie emporte 1000 personnes par mois. Les personnes meurent de faim dans la rue. D'autres sont abattues au hasard ou battus à mort par les SS des Allemands ou des nazis lettons, ukrainiens. La famine est telle que certains témoignent même de cas de cannibalisme dans le ghetto. En janvier, de janvier à août 1941, le nombre de morts passe de 450 à 5600 par mois. C'est pas des morts de vieillesse, c'est des morts ou bien assassinés par les Allemands, ou bien des morts de faim, de maladies, etc. Et voilà commencent les premières déportations des ghettos vers les camps d'extermination. En avril, le ghetto de Varsovie apprend l'extermination de tout un ghetto dans une autre ville en Pologne. Mais la plupart des Juifs dans le ghetto de Varsovie ne veulent pas croire qu'il s'agit d'une véritable politique d'extermination. Il y a une sorte de refus, de négation de voir cette horreur. Et donc, en juillet 1942, les nazis commencent des déportations massives de Juifs du ghetto de Varsovie vers Treblinka, un camp d'extermination. En fait, les nazis avaient établi une nouvelle ligne de train qui reliait directement le ghetto au camp d'extermination. Le Judenrat, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce conseil de Juifs, mais qui est totalement contrôlé par l'occupant allemand, accepte de livrer 6000 Juifs par jour pour être relocalisés. Les Allemands disaient au fait, croyez pas à tout ce qu'on se dit là sur le camp d'extermination. On va vous relocaliser, on va vous faire travailler. Il y aurait une affiche nazie collée un peu partout dans le ghetto, annonçait aux volontaires juifs pour les trains qu'ils allaient bénéficier d'un régime particulier, pouvaient bénéficier de 3 kilos de pain et un demi-kilo de jambon. Beaucoup de juifs disaient, en fait, pourquoi est-ce qu'ils voudraient nous tuer s'ils nous nourrissent? C'est pas logique. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas été nourris. Donc, au moment où les déportations massives vers Treblinka commencent, déjà 100 000 juifs du ghetto étaient morts à cause de maladies, de famine ou d'exécutions aveugles. On assiste à de véritables scènes d'horreur
au fait, dans le ghetto. Il y a un très bon livre, qui s'appelle La mémoire du ghetto de Varsovie, écrit par Marek Edelman, qui est publié juste en 1945, qui décrit la vie et la lutte aussi dans le ghetto, mais qui dit la chose suivante sur les gens qui se retrouvent tous les jours rassemblés pour être déportés. Malgré le fait que beaucoup de juifs ne croient pas les histoires d'extermination, il y a une peur, une véritable peur qui s'installe. Et il dit la chose suivante, il dit aucun mot inventé par l'homme, je répète, aucun mot inventé par l'homme ne saurait décrire ce qui se passe dès lors sur l'Umstadtplatz, c'est la place de rassemblement de tous les juifs, où il n'y a plus à attendre de secours de personne. Les malades, adultes et enfants tirés de l'hôpital gisent là, abandonnés dans les salles où il fait froid. Ils fondent sous eux et demeurent dans leurs fanges puantes. Des éclairs de folie dans le regard, les infirmières cherchent leurs parents dans la foule et leur injectent la bonne morphine, donneuse de mort. La main charitable d'une doctoresse verse dans les lèvres fiévreuses d'enfants malades, inconnus d'elle, de l'eau additionnée de cyanure. On ne peut que s'incliner devant elle. Elle donne son cyanure. Le cyanure est maintenant le trésor le plus précieux dans le ghetto, le plus inestimable. C'est la belle mort, celle qui épargne l'horreur du transport. En 2 jours, les Allemands déportent 60 000 personnes. On doit faire un effort d'imagination pour se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire cette description. Il y a d'autres descriptions que je ne vais pas vous lire parce que c'est suffisamment affreux. Mais la perspective de déportation incite quand même plusieurs petits groupes dans le ghetto à se tourner vers une résistance armée unie. En octobre, 3 groupes se réunissent au sein de la ZOB, l'organisation juive de combat. Le Bund, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'aile-gauche du sionisme, Hashomer, qu'on appelle la Jeune Garde, et les communistes. La direction est assurée par un gars qui est un permanent, en fait, de l'organisation Hashomer, qui s'appelle Mordechai Anielewicz. Hashomer Hatzair, la Jeune Garde, était sioniste, socialiste, pro-soviétique, qui compte à peu près 800 membres à Varsovie. Arrive la deuxième grande rafle. Il ne reste plus que 60 000 juifs dans le ghetto. Début 43. La déportation se fait en 2 vagues, mais les membres du ZOB prennent les armes. Pendant 4 jours, les membres du ZOB lancent des combats de rue. Mais au fait, ils ont pratiquement pas d'armes et se replient, au fait, et font plus que des batailles de guérilla. Mais les nazis sont surpris et sont contraints de reculer et de réduire considérablement le nombre de déportations. Marek Edelman dit pour la première fois, les plans allemands ont été déjoués. Pour la première fois, les Allemands ont perdu le halo de l'omnipotence et de l'invincibilité. Pour la première fois, le juif de la rue a réalisé qu'il était possible de faire quelque chose contre la volonté et la puissance allemande. Ce fut un tournant psychologique. À partir de ce moment-là, le ZOB, l'unité juive de combat, prend le contrôle effectif du ghetto. Le ZOB commence à organiser, en fait, tout le ghetto. Un seul but, c'est l'insurrection. Le ZOB commence par exécuter les policiers juifs, les nazis et les espions. Ils exécutent aussi des commandants juifs, sont à la botte des nazis. Ils supervisent également d'autres aspects de la vie dans le ghetto, la publication de journaux, et prélèvent un impôt sur les résidents fortunés, taxe sur la fortune, on dirait aujourd'hui. Le 19 avril, les forces allemandes tentent de reprendre les déportations. L'objectif est clair, liquider le ghetto en quelques jours. Le ZOB compte à ce moment-là un maximum de 220 combattants. Certains, comme je disais tout à l'heure, sont armés de revolvers, dont beaucoup ne fonctionnent pas. Ils ont des cocktails Molotov, des grenades, quelques fusils, une mitrailleuse. Mais il y a un autre groupe qui prend aussi part au soulèvement. C'est l'unité militaire juive qui compte à peu près 500 combattants. La plupart sont des anciens officiers juifs de l'armée polonaise et des sionistes de droite. Ceux-là disposaient de meilleures armes grâce à ses liens avec l'armée nationale polonaise. En revanche, les Allemands, comme j'ai dit au tout début, déploient plus de 2000 soldats équipés d'armes lourdes. Grâce à la supériorité militaire, les Allemands estiment qu'il leur faudra 3 jours pour venir au bout de la résistance. Il y a aussi des résistants polonais qui prennent part au combat des Juifs dans le ghetto. À 6 endroits de la ville, en dehors du ghetto, des troupes de résistants polonais mitraillent les unités de l'armée allemande. Mais les nazis sont obligés de combattre bâtiment par bâtiment. Il leur faudra 6 semaines pour venir à bout du ghetto. Ils le feront en brûlant le ghetto. Ils décident d'incendier le ghetto. Ils se battent plus, les Allemands. On brûle tout. Marek Edelman dira, on fera l'évaluation de l'insurrection, les insurgés ont été vaincus par les flammes, pas par les Allemands. La résistance, elle va durer jusqu'au mois de juin. Il se raconte que pendant l'insurrection, sur le ghetto flottaient 2 drapeaux. Un, le drapeau avec l'étoile de David, bleu et blanche, l'actuel drapeau d'Israël, et un autre drapeau, le drapeau rouge. Les résistants acculés
et ceux qui survivent vont décider de se suicider en groupe. Une toute petite partie se suicidera pas et s'enfuira vers les égouts et rejoindra d'autres groupes armés. D'un point de vue militaire, on peut dire que le soulèvement est une défaite et il ne pouvait en être autrement. Le numéro 2 du ZOB, l'unité militaire juive, écrira « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'analyser le soulèvement en termes militaires. Personne ne doutait de la façon dont elle allait se terminer. Ce qui était vraiment important, c'était la force démontrée par la jeunesse juive, la façon dont elle s'est rebellée contre ses destructeurs et la façon dont elle a décidé comment elle allait mourir. » Quelques conclusions. 1. On nous a souvent appris que les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, face à la Shoah, face à l'extermination, avaient une attitude passive, de résignation. Ici, il y a une preuve éclatante de l'absence de résignation d'une partie la population juive, surtout les plus jeunes, les plus révolutionnaires, les plus à gauche. J'ai trouvé des informations qui ne connaissais pas, au fait, sur la résistance clandestine dans les ghettos en Europe de l'Est. En fait, il y a eu des organisations de résistance dans une centaine de ghettos en Europe de l'Est. Environ un quart des ghettos avaient des organisations de résistance. Il y a eu des soulèvements dans 5 ghettos principaux et dans 45 ghettos plus petits. En outre, il y a aussi des soulèvements dans 3 camps d'extermination et dans 18 camps de travail forcé. Il y avait à peu près 20 ou 30 000 résistants juifs qui ont combattu aussi dans une trentaine de groupes de partisans partout en Europe de l'Est. Certains aussi se sont repliés sur les forêts et ont organisé des unités militaires au départ des forêts ou ont survécu dans des camps familiaux dans les forêts. Il y a un film que Hollywood a produit il y a quelques années sur ce type de résistance. Donc ça, c'est pour moi une première conclusion. La passivité juive est un mythe en grande partie. 2. Le rôle de la politique. On pense que dans une telle situation, la politique ou la couleur politique ou l'orientation politique n'a aucune importance. En fait, il y a une historienne qui note que même pendant les soulèvements des ghettos, la politique faisait la différence. Les organisations sionistes, par exemple, la plupart des organisations sionistes, pas toutes, ont encouragé l'émigration plutôt que la résistance, la passivité. Ce qui les empêchait de mener la lutte contre le nazisme. Les religieux, les rabbins faisaient la même chose. Il n'y a rien à faire. C'est notre destin de peuple choisi. Donc, la vision sioniste ou religieuse a contribué en effet à une passivité. Les jeunes étaient vraiment en contradiction flagrante, ou une bonne partie des jeunes, enfin ces jeunes que j'ai cités tout à l'heure, étaient en contradiction avec cette passivité, voire la complicité des dirigeants juifs du ghetto. Il faut se dire que parmi les premières victimes de l'unité juive de combat, étaient d'autres juifs. C'est ceux-là qui tuaient, c'est ceux-là qui les abattaient. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une défaite militaire, mais pas une défaite morale. Il y a des citations de généraux SS qui disent, en fait, on s'attendait pas à ça, que les Juifs étaient capables de résister. Ils se battent comme des Allemands. Ici, c'est pas possible. Et à un moment donné, ils ont pensé que c'était des unités étrangères de parachutistes qui étaient, droppées sur le ghetto pour organiser la résistance. C'est pas vrai. Un 4e point, c'est l'idée du socialisme. Dans l'enfer du ghetto, en lutte, les jeunes qui se battaient se sont également accrochés à l'idéal du socialisme. À nouveau, Marek Edelman se souvient de la façon dont ils ont célébré le 1er mai dans les décombres du ghetto. Je vais vous citer. Nous savions que le monde entier célébrait le 1er mai ce jour-là, et que des paroles fortes et significatives étaient prononcées partout. Mais jamais auparavant, l'international n'avait été chanté dans des circonstances aussi différentes, aussi tragiques, dans un endroit où un peuple entier avait péri et continuait de périr. Les paroles et la chanson ont résonné dans les ruines calcinées et ont montré à ce moment-là que la jeunesse socialiste se battait encore dans le ghetto et que même face à la mort, elle n'abandonnait pas ses idéaux. Leur lutte est un exemple incroyablement puissant de la façon dans des pires des conditions de désespoir, cette jeunesse a refusé, selon les mots d'un poète partisan, de ne dire jamais que c'est ton dernier chemin. Aussi longtemps que tu es en vie, il y a de l'espoir. 5e point, c'est le rôle des alliés, des gouvernements alliés et des forces militaires alliées, qui ont d'abord refusé de reconnaître l'extermination. Ils voulaient pas reconnaître l'extermination, ils voulaient pas diffuser non plus publiquement les informations au sujet des camps d'extermination. Ils ont refusé de venir
en aide au ghetto et voire même bombarder les camps d'extermination. Plusieurs organisations juives appelaient les Anglais bombarder Treblinka, bombarder les autres camps d'extermination. Les premiers arguments bêtes et méchants, bêtes, même pas méchants, c'est bon, enfin on va tuer les Juifs. Mais là, ils organisent industriellement la liquidation de tout un peuple. Mais il y avait l'appel des organisations juives bombarder Auschwitz, bombarder Treblinka. Et les Alliés ont refusé. Le représentant du Bund à Londres, d'ailleurs, va se suicider pour protester contre l'indifférence des gouvernements alliés. 6e point, en fait, il n'y a pas de soutien non plus du gouvernement polonais en exil à l'insurrection. Pourquoi? Le gouvernement polonais était fortement anti-juif et anti-socialiste. Et il savait très bien qui organisait la résistance. Il y a peut-être aussi, j'ai lu, une surestimation des capacités de la résistance polonaise à Varsovie, de son armement, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de soutien du gouvernement polonais, à l'insurrection. Et puis oui, une autre leçon, c'est que l'insurrection du ghetto de Varsovie va inspirer, 1 an plus tard, à toute la population ouvrière de Varsovie à se soulever. Parce qu'il y a 2 insurrections à Varsovie, celui de 43 et celui de 44, où toute la population se soulève. Certains vont la comparer à une sorte de commune de Varsovie, à l'image de la commune de Paris. Les insurgés espèrent l'intervention de l'armée rouge pour qu'elle lui vienne en aide. L'armée rouge est à 15-16 km de Varsovie. Staline donne l'ordre de ne pas intervenir. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'un mouvement indépendant des travailleurs de son régime. En fait, l'armée rouge va rester autour de Varsovie et va laisser les Allemands massacrer les insurgés polonais, laissant 200 000 morts sur le carreau. Il est vrai aussi que l'État d'Israël et les sionistes, après, ont utilisé l'insurrection du ghetto de Varsovie et surtout le fait qu'ils sont restés isolés pour justifier la création de l'État d'Israël. On peut compter que sur nous-mêmes. Et donc, on ne sera jamais en sécurité quelque part sur cette planète que dans l'État d'Israël. Malheureusement pour les Juifs, ils sont pas en sécurité non plus en Israël et que leur fausse sécurité se fait aux dépens du peuple palestinien. Quand j'ai lu la description du ghetto de Varsovie, 300 000 personnes, sur un mini-territoire, j'ai tout de suite pensé à Gaza. C'est un peu la même chose, Gaza est entouré de tous côtés. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Le ghetto, c'était ça aussi. Voilà, je voulais dire à propos de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Je crois qu'il y a... moi, c'est quelque chose qui m'a toujours très marqué. Il y a eu un très grand silence le 19 avril de cette année-ci, à l'occasion du 4e année de l'insurrection. À Paris, la mairie organisait une cérémonie. L'UPJB, l'Union progressiste juive de Belgique, qui se trouve un peu plus haut. Je les ai vus le 1er mai, ils m'ont dit « Ah oui, on savait pas très bien ce qu'ils avaient fait, au fait. On savait pas que on avait oublié. » Mais nous, n'oublie pas. On essaye de s'en inspirer. On espère ne jamais. On va tout faire pour être dans une situation comme avec le fascisme dans les années 40. Et voilà, comme nous, on attache beaucoup d'importance à apprendre des leçons, des enseignements de l'histoire, et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous inspirer dans notre engagement. Voilà.